السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قراءة كتاب Les sociétés de leur école en prise du diplôme et cohésion sociale. كتاب من تأليف كل من فرانسوا دوبي، ماري جوروبيلا، أنطوان فيريتو. إن شاء الله سأكمل القراءة بالفرنسية وبعد ذلك ربما سوف أقوم بشرح باللغة العربية، ليس الآن ولكن من بعد. Chapitre 2. Caractériser les sociétés. Grâce à la multiplication des enquêtes internationales à grande échelle, à la production continue d'indicateurs économiques et sociaux, aux enquêtes sur les valeurs, de nombreuses typologies des sociétés ont été proposées. La plupart d'entre elles sont construites sur des indicateurs économiques et sociaux relevant de l'intégration sociale telles que les inégalités de revenus, les régimes de protection sociale, les indicateurs de santé, moins nombreuses. D'autres recherches privilégient les indicateurs subjectifs concernant les attitudes, les croyances et les valeurs. Green, par exemple, propose une typologie de la cohésion des sociétés conçues comme des ensembles cohérentes de représentation et de valeurs, renvoyant en fait à des traditions et à des modèles historiques individualistes dans les pays anglo-saxons, protestants républicanistes dans les pays de tradition catholique, communautaires dans les pays de tradition germanique, social-démocrates dans les pays scandinaves. D'autres travaux encore mêlent des indicateurs subjectifs et des indicateurs objectifs en s'efforçant d'expliquer les uns par les autres, notamment les effets des modèles culturels des sociétés sur leur intégration et leur dynamique économique. Disons-le tout net, notre objectif n'est pas de proposer une typologie de plus, elle est d'essayer de croiser la variété des modes d'intégration et celle des modes de cohésion afin d'analyser ensuite la façon dont les systèmes éducatifs s'inscrivent dans les diverses sociétés. Intégration. On considérera qu'une société est d'autant plus intégrée que les inégalités y sont faibles, que toutes les personnes y ont une place dans la vie active et que les protections sociales y sont fortes. C'est la conception de l'intégration sur laquelle s'appuie le grand récit de la formation de sociétés salariales proposé par Castel. Bien sûr, ces ensembles de variables sont eux-mêmes composites et n'appellent pas forcément des jugements tranchés. Par exemple, il est difficile d'évaluer la valeur des systèmes qui offrent de fortes allocations aux chômeurs on regarde des systèmes qui protègent moins les chômeurs, mais dans lesquels le marché du travail est plus dynamique et le chômage de longue durée plus faible. Dans tous les cas, les diverses sociétés sont évaluées en fonction d'une liste de critères objectifs qui caractérisent leur structure et sont probablement corrélés entre eux. On pense alors à la célèbre boutade d'Alfred Binet, inventeur des tests de quotient intellectuel. L'intelligence est ce que mesure mon test, et peu importe les tests pourvu qu'ils soient nombreux, mais quelle que soit la manière dont on combine les indicateurs, on conviendra aisément que la Suède est plus intégrée que le Brésil et que la société canadienne est plus intégrée que celle des États-Unis parce que les inégalités sociales elles sont plus faibles et les protections sociales plus fortes. Pour élaborer une typologie des formes d'intégration des sociétés dont il y a tout lieu de penser qu'elles sont diverses, nous avons puisé dans les bases de données disponibles. Nous en avons extrait un grand nombre de paramètres dont la littérature indique qu'ils sont partie prenante de ce qu'on considère comme une intégration systémique, économique et sociale. Ensuite, nous avons cherché à mettre en regard les premiers profils
que l'on pouvait esquisser sur la base de ces paramètres avec un certain nombre de caractéristiques institutionnelles, économiques ou morphologiques des pays, susceptibles de les expliquer. Par exemple, pour tester en filigrane le rôle de l'État-providence, nous avons construit une variable agrégée mesurant l'ampleur des interventions publiques, qui évalue la notion de démarchandisation développée par Espen Andersen. Cette variable inclut les ressources publiques que peuvent recevoir les personnes en matière de santé, d'emploi et de retraite, sachant qu'ici seule l'importance des fonds publics est prise en compte et non les modalités de l'éligibilité ou la durée des prestations. D'autres variables apprécient l'intensité de l'intervention de l'État dans la régulation du marché du travail ou de l'organisation de la concurrence. La liste des variables susceptibles d'être mobilisées pour caractériser les sociétés étant a priori infinie. Nous avons croisé systématiquement ces différentes variables afin d'en tester les relations et les éventuelles redondances. L'objectif est de dégager quelques macro-variables caractérisant de la manière la plus économique et la plus simple possible le niveau d'intégration des sociétés, sachant qu'ici, comme dans toutes les comparaisons internationales, seules les caractéristiques qui varient d'un pays à l'autre participent à la différenciation des pays que l'on s'attache à comparer. Le niveau de l'intégration sociale ne dépend pas seulement du rôle de l'État et des systèmes de régulation du marché du travail. Il peut aussi être associé à des caractéristiques morphologiques plus élémentaires. On s'intéressera par exemple à la taille du pays ou à sa composition ethnique et culturelle, plus ou moins homogène, ou bien plus simplement encore à la richesse des sociétés, toutes ces caractéristiques pouvant jouer un rôle en matière d'intégration sociale. Toutefois, ces dimensions-là peuvent ne pas jouer de manière automatique. Les pays les plus riches peuvent être aussi les plus inégalitaires, comme le montre le cas des États-Unis. Et il n'est pas certain que les sociétés les plus intégrées soient celles qui traitent le mieux les étrangers, en dépit de systèmes de protection sociale très efficaces. La situation relative des migrants n'est pas meilleure en Suède et en Danemark qu'en Grande-Bretagne et en France. L'intégration sociale par le marché du travail. Le marché du travail constitue la première dimension de l'intégration. Il peut être appréhendé par ses performances et par ses variations selon les groupes sociaux, les sexes ou l'origine nationale. Ici, le taux d'emploi, de chômage, les inégalités en fonction du sexe ou de la nationalité constituent les indicateurs privilégiés. Bien que relativement comparables en termes de richesse et de développement, les pays retenus dans notre échantillon s'avèrent très différents quant au dynamisme du marché du travail, conçu comme la capacité d'accueillir les travailleurs. Donc la première dimension de l'intégration sociale est le marché du travail. Donc là, on voit un graphique plutôt, l'indice de dynamisme du marché du travail. Alors, on peut opposer les pays les plus dynamiques, la Norvège, la Suède, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et le Danemark, à des pays moins dynamiques comme la Belgique, la Grèce, l'Italie, la Hongrie, la Pologne. Les pays de l'Europe du Nord et les pays neufs anglo-saxons se distinguent de l'ensemble des pays non dynamiques formés des pays de l'Europe centrale et méditerranéenne. Notons d'emblée que ces deux ensembles sont eux-mêmes composites puisque les pays dynamiques sont soit très libéraux, soit sociodémocrates.
Les pays les moins dynamiques peuvent être soit des nouveaux venus dans l'économie de marché, comme les pays d'Europe centrale ayant généralement des politiques fort libérales, soit des pays ayant connu un développement très inégal et dont on dit aussi qu'ils possèdent de fortes identités régionales et urbaines aux dépens de la confiance dans l'État central comme l'Espagne et l'Italie. Comme on pouvait s'y attendre, la rareté de l'emploi va souvent de pair avec un fort différentiel de taux de chômage entre les hommes et les femmes. C'est le cas de la Belgique, de l'Espagne, de l'Italie et de la Grèce où le taux de chômage des femmes est de 1,4 fois à 2,0 fois supérieur à celui des hommes. Pour les pays plus actifs dans lesquels le chômage global est plus faible, les taux de chômage des femmes peuvent cependant varier de manière assez sensible. Il est de 1,3 fois supérieur à celui des hommes au Danemark, alors que le différentiel est pratiquement nul en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Autrement dit, si les femmes chôment toujours moins dans les pays où le chômage global est faible, il semble que chaque pays construise son propre rapport à l'emploi des femmes. En revanche, plus le taux relatif de chômage des femmes est faible, plus le différentiel salarial est élevé. Tout se passant comme si l'on embauchait d'autant plus les femmes qu'elles sont mal payées. Voilà, donc, comment dire, les femmes ils travaillent, mais il y a toujours des différences entre les salaires des femmes et les salaires des hommes. Donc, l'écart salarial entre les sexes est parmi les plus faibles en Belgique et en France, respectivement de 8,5% et de 10,5%. Alors que le différentiel de chômage des femmes est supérieur à la moyenne, respectivement de 1,4 fois et de 1,3 fois plus. Inversement, la quasi-absence de différence entre le taux de chômage des hommes et celui des femmes. Donc, par exemple, la quasi-absence, on n'a pas de différence concernant le taux de chômage entre les hommes et celui des femmes aux États-Unis et en Finlande aussi, mais il s'accompagne d'écarts salariaux élevés. Donc, il y a un écart très important dans ces pays-là, même s'il n'y a pas de différence concernant le chômage, mais les écarts salariaux, donc concernant le salaire, il y a des différences. 23, par exemple, aux États-Unis, 23,6% d'écart entre les hommes et les femmes. En Finlande, il y a 21% d'écart salarial entre les femmes et les hommes. Il paraît que le taux d'emploi élevé des femmes se paye souvent par des salaires féminins plus faibles, ainsi que par une concentration des femmes dans les emplois les moins qualifiés. Donc les femmes, plus souvent, ils travaillent dans des emplois moins qualifiés. Donc on dit que les femmes travaillent, oui, mais est-ce que les femmes travaillent dans des emplois qualifiés ou pas? C'est ça la question qui se pose. Donc chaque pays présente donc des configurations d'emplois singulières. Généralement, les étrangers sont plus souvent condamnés au chômage que les nationaux mêmes, s'ils bénéficient du niveau d'emploi de l'ensemble de la population. Ainsi, ils sont plus exposés au chômage dans les pays comme le Danemark. Par exemple, les étrangers, ils sont plus exposés à être dans le chômage dans des pays comme le Danemark, la Finlande, la Suède ou la Suisse. Parce que ces pays-là protègent d'abord les nationaux, les gens qui ont la nationalité. En revanche, les pays traditionnellement libéraux, comme par exemple l'Australie ou les États-Unis, sont plus favorables à l'emploi des étrangers. Donc eux, ils n'ont pas de problème. L'Australie et les États-Unis, ils n'ont pas de problème pour employer les étrangers. Donc le différentiel étant pratiquement nul, il n'y a pas beaucoup de différence entre un étranger et un national. Il y a quelqu'un qui a la nationalité. Notons aussi que l'Espagne,
Il faut noter aussi que l'Espagne, la Grèce, l'Italie, dont les démographies fléchissent, sont relativement favorables à l'emploi. Par exemple, la Grèce, l'Espagne et l'Italie sont favorables à l'emploi des étrangers. Le ratio des taux de chômage des étrangers par rapport aux autochtones est négligeable en Italie, de 1,15%, en Grèce de 1,15% en Grèce, en Italie, de 1,25 en Espagne, alors que par ailleurs, les indices de dynamisme du marché du travail de ces pays sont parmi les plus bas. Donc, il n'y a pas, on va dire, le dynamisme du marché du travail, il est faible, mais quand même, en Espagne, en Italie, les étrangers, en fait, ils travaillent comme les autres. Donc, il y a un taux de chômage faible pour les étrangers, tandis qu'on a vu qu'en Danemark, par exemple, au Danemark, en Suède, Finlande et tout, la Suisse aussi, on voit que les étrangers, ils sont condamnés à être plus dans le chômage. Dès que l'on entre dans les détails du marché du travail, l'image trop simple des pays dynamiques et des pays non actifs se brouille très sensiblement. Sur l'ensemble des indicateurs retenus, la France est un pays moyen, mais assez bien intégré. Si le marché du travail est relativement apathique, les handicaps relatifs des femmes et des étrangers se situent dans la moyenne, dans notre échantillon. Les inégalités salariales entre les sexes sont parmi les plus faibles. Voilà, donc en France, les inégalités salariales entre les sexes, les femmes et les hommes, ils sont parmi les plus faibles. Qualité du travail. Là, on va passer à une autre dimension concernant l'intégration, c'est la qualité du travail. La qualité de l'emploi renvoie aussi bien à la nature du contrat de travail qu'à la proportion d'emploi. Donc la qualité de l'emploi renvoie aussi bien à la nature du contrat de travail qu'à la proportion d'emploi temporaire ou à temps partiel. De même, si le taux de rotation des emplois peut être tenu pour un indicateur du dynamisme du marché du travail, il ne saurait être excessivement élevé sans indiquer une grande insécurité professionnelle subjective. Enfin, il faut tenir compte que la qualité du travail elle-même, telle qu'elle peut être appréhendée par le taux des accidents mortels et les arrêts maladie, le jeu de toutes ces variables complète donc l'image trop simple de l'intégration des sociétés mesurée essentiellement par le taux d'activité et de chômage. Pour appréhender la qualité du travail, on peut s'appuyer sur les enquêtes qui évaluent les conditions de travail en distinguant les jugements positifs et négatifs envers le travail. Par exemple, on a une enquête sur le sens du travail réalisée en 2005 sous l'égide de l'ISSP, International Social Survey Program, comprend une batterie de questions sur les qualités et les défauts que les personnes attribuent à leur travail en termes de revenus, d'ambiance, de fatigue, de stress, d'autoréalisation. Il est donc facile de classer ces jugements en termes positifs et négatifs. On peut alors distinguer les sociétés dont les membres accordent plus de qualité positive que de qualité négative au travail, et les sociétés où l'ordre des jugements est l'inverse. On voit ainsi que les pays dans lesquels le travail est perçu comme de bonne qualité sont ceux dans lesquels les taux d'emploi sont les plus élevés. Autrement dit, plus il y a d'emplois, plus le travail est jugé positivement. Donc là, par exemple, quand on parle de la qualité du travail, plus dans un pays, plus il y a de l'emploi, plus les gens ils vont juger positivement l'emploi et la qualité du travail. Alors, et l'inverse est vrai. Autrement dit, plus il y a d'emplois, plus le travail est jugé positivement, peut-être parce que les individus peuvent avoir le sentiment de bénéficier de plus de choix. Cette règle implique cependant de forts écarts à la moyenne, comme la Corée où le travail est jugé très négativement alors que le marché, et par exemple la Corée du Sud, même si les gens trouvent le travail,
il y a de l'emploi, mais le travail est jugé très négativement alors que le marché du travail est relativement dynamique, voire le graphique 24 en annexe. Peut-être que les heures du travail, le stress, donc il y a des facteurs qui jouent là-dedans pour que les Coréens n'apprécient pas le travail. Le rôle des réglementations et de l'État. Pour les économistes les plus libéraux, moins l'État intervient, plus le marché du travail est dynamique et se régule aisément, puisque les employeurs ne craignent pas d'embaucher, sachant qu'ils licencieront facilement quand la conjoncture sera moins favorable. Pour les plus, les plus, intervi- pour les plus interventionnistes, il s'agit là d'une fiction car le marché seul n'est pas efficace et à terme il appauvrit considérablement une grande partie des travailleurs. À lire nos données, les deux thèses sont vraisemblables. Les pays les plus libéraux sont les plus dynamiques, mais les pays scandinaves sont aussi très dynamiques. Les dépenses publiques contribuant fortement à l'activation du marché du travail. À l'opposé, dans certains pays, l'État intervient relativement beaucoup sans que le marché du travail soit pour autant dynamique, comme en Allemagne, en Belgique et en France. On voit que dans ces pays-là, en Allemagne, en Belgique, en France, l'État intervient beaucoup pour favoriser le marché du travail, mais on voit qu'il n'y a pas beaucoup de dynamisme. Dans des cas plus nets encore, l'État intervient assez peu sans que ceci bénéficie du haut dynamisme de l'emploi, comme en Grèce par exemple, en Italie et en Hongrie. Il semble donc que ce soit moins le poids de l'État lui-même qui joue un rôle que la manière dont il intervient. Donc, il semble que ce n'est pas en fait l'intervention de l'État qui joue un rôle très important pour le marché du travail, mais la manière dont l'État intervient. Ce qui compte, c'est moins l'intervention de l'État que la nature de ce qu'il fait ou ne fait pas. Voilà. Plus le marché du travail est encadré par des réglementations, législations sur la protection de l'emploi et conventions collectives, comme c'est le cas en France, en Espagne ou bien encore en Belgique, moins le marché du travail est dynamique. Pourtant, cette corrélation n'est pas significative et certains pays combinent une forte réglementation avec un marché du travail dynamique. La Suède, par exemple, ou moyen, le Portugal ou l'Autriche, en outre, une forte protection s'accompagne de meilleures conditions de travail. Les salaires très faibles et sont moins répandus. En revanche, le degré de réglementation du marché du travail est corrélé fortement 0,601 avec la diffusion des emplois temporaires. Tout se passe comme si la protection des uns impliquait la précarité des autres. De plus, cet encadrement s'accompagne d'un différentiel de chômage plus prononcé entre les hommes et les femmes et entre les nationaux et les étrangers. Quand l'État intervient beaucoup pour protéger la majorité des travailleurs, il externalise la précarité et le chômage sur les plus fragiles, souvent les étrangers et les femmes. Donc là, par exemple, quand l'État intervient beaucoup pour protéger la majorité des travailleurs, il externalise la précarité et le chômage sur les plus fragiles. Voilà. Les plus fragiles, c'est eux qui vont payer. C'est qui les plus fragiles? C'est souvent les étrangers et les femmes. On retrouve ici, mais sous une forme tendancielle qui exigerait peut-être valider un échantillon plus large de pays. L'idée défendue par certains économistes selon laquelle une forte régulation du marché du travail atténue son dynamisme tout en étant favorable à ceux qui ont un emploi et sont déjà installés.
dans la société. Les nationaux, les hommes et les adultes. Cependant, cette conclusion doit être nuancée car il arrive que les salariés les plus défavorisés des sociétés protectrices soient relativement mieux traités que les travailleurs pauvres et précaires des systèmes plus libéraux. Voilà, donc il y a une autre chose à dire, c'est que dans un pays où l'État intervient beaucoup dans le domaine du travail, dans le marché du travail, on voit que les salariés les plus défavorisés, ils sont mieux protégés, mieux que les travailleurs dans les autres, mieux traités que les travailleurs pauvres et précaires dans les systèmes les plus libéraux. On voit donc se dessiner deux profils de sociétés nettement contrastés. Les premières encadrent fortement le marché du travail, offrent de bonnes conditions de travail à ceux qui ont un emploi stable et limitent les effets du travail précaire. C'est le cas de la Suède, par exemple. Les secondes sont nettement plus libérales, le chômage est plus faible, les bas salaires sont plus bas et ces sociétés-là sont moins sûres tout en étant plus mobiles. C'est le cas, par exemple, des États-Unis. Ces deux modèles, très grossièrement cernés, ne suffisent évidemment pas à caractériser des systèmes d'intégration et moins encore des sociétés réelles car il y a des pays moins typés comme l'Allemagne, la France et le Pays-Bas qui ne sont jamais véritablement excellents sur tous les registres mais jamais véritablement mauvais. Inégalité. À l'aune de cette variable, pour mesurer les inégalités, nous avons agrégé deux grands types d'indicateurs, les mesures classiques de différence de revenus, indice de Gini, écart interdécile, ainsi que les indicateurs de pauvreté. Plus de précisions sont données en annexe 1. Alors, à l'aune de cette variable, qui est l'inégalité, on trouve sans surprise du côté des pays les plus inégalitaires les États-Unis, mais aussi des pays du sud de l'Europe comme l'Italie et le Portugal, des pays d'Europe centrale post-communistes comme la Pologne et des pays asiatiques, le Japon et la Corée. À l'opposé, nous retrouvons les pays de l'Europe du Nord, mais aussi la Tchéquie, pays post-communiste parmi les pays les plus égalitaires. L'Allemagne et la France sont relativement peu inégalitaires, alors que le Royaume-Uni est un peu plus, tandis que le Canada se rapproche des pays européens. Pour l'essentiel, les variations des inégalités économiques et sociales dans les divers pays s'expliquent par le poids et le rôle dévolu à l'État-providence, comme le montre le graphique suivant. Donc là, dans un graphique, on voit en fait l'État-providence et l'indice synthétique d'inégalité-pauvreté. Donc il y a l'inégalité-pauvreté et l'État-providence. Donc il y a plus d'inégalités aux États-Unis, en Corée, et on voit moins d'inégalités en Danemark, Tchéquie aussi, la Suède, la Finlande, la France est au milieu. On va dire est au milieu. La corrélation entre les inégalités sociales et l'intervention de l'État. Par exemple, là, on voit que l'État est la corrélation entre les inégalités sociales et l'intervention de l'État est très significative. 0,767. Les mécanismes de redistribution sociale de l'État-providence contribuent très efficacement à la réduction des inégalités et du taux de pauvreté. Voilà, on voit ici par exemple, quand l'État intervient pour réduire les inégalités, voilà, donc il y a une relation. Donc en fait, l'intervention de l'État permet de réduire les inégalités.
Le Danemark ou la France aux États-Unis, le Danemark ou la France aux États-Unis sont convaincus. Il se fait comparer, hein, il se fait pour comprendre cela, il se fait de comparer par exemple le Danemark ou la France aux États-Unis. On voit qu'aux États-Unis, les inégalités sont fortes, les inégalités sont fortes, et l'État intervient moins. Tandis que, par exemple, au Danemark, l'État intervient pour réduire les inégalités, et voilà, on voit que les inégalités sont moins fortes. Pour s'en convaincre, cela dit, cette forte corrélation, il y a une corrélation, comporte des variations sensibles au sein des pays ayant des niveaux d'État-providence relativement comparables. Par exemple, l'Espagne et le Portugal, par exemple, ont un État-providence plus développé que l'Australie. Voilà, on a, par exemple, si on prend l'exemple de l'État de l'Espagne et le Portugal, l'État intervient en fait, qu'en Australie. Mais en Australie, il y a moins d'inégalités qu'en Espagne et au Portugal. L'Espagne et le Portugal, par exemple, ont un état de providence plus développé que l'Australie ou le Canada, alors que les inégalités et la pauvreté ils sont plus élevés. Les choses sont plus complexes encore quand on regarde les écarts entre les inégalités de revenus d'un côté et les taux de pauvreté de l'autre. Certains pays peuvent être relativement égalitaires, mais en ayant beaucoup de pauvres. C'est le cas de la Slovaquie, alors que les inégalités sont nettement plus prononcées au Portugal qu'en Irlande. La pauvreté y est en revanche à peu près identique. Évidemment, ces écarts peuvent tenir au niveau de richesse des pays, mais peut-être aussi à des politiques différentes selon lesquelles vise plutôt l'éradication de la pauvreté ou l'égalisation des conditions de la majorité. On peut choisir de resserrer les inégalités de revenus tout en acceptant une minorité de pauvres. On peut au contraire accepter de grandes inégalités tout en luttant contre la pauvreté, et toutes les politiques sociales doivent faire ces arbitrages. Observer de plus près, les inégalités sont relativement hétérogènes. Ainsi, on n'observe aucun lien entre les inégalités des taux de chômage des hommes et des femmes, et les inégalités relatives au taux de chômage des étrangers et des autochtones. Observées de plus près, les inégalités sont relativement hétérogènes. Ainsi, on n'observe aucun lien entre les inégalités des taux de chômage des hommes et des femmes et les inégalités relatives au taux de chômage des étrangers et des autochtones. Les pays où les femmes souffrent le plus des inégalités ne sont pas forcément ceux dans lesquels les étrangers en souffrent aussi le plus. Donc on peut trouver un pays où les femmes souffrent des inégalités le plus, mais les étrangers ne souffrent pas plus. En d'autres termes, les inégalités de genre et de nationalité sont déconnectées. Il n'y a pas une corrélation entre les inégalités liées à la nationalité et les inégalités liées au genre. La plupart des pays sont bien plus favorables aux femmes qu'ils ne le sont aux étrangers, même dans les pays très égalitaires et très actifs comme le Danemark et la Suède. Il existe cependant des exceptions notables à cette règle comme l'Australie et l'Espagne. Dans les cultures et les États-providence sont pourtant bien différents, dans lesquels des femmes sont plus discriminées que les étrangers. Figure de l'intégration. Quand on croise les inégalités sociales avec le dynamisme du marché du travail, on voit se dessiner 4 ensembles. On voit par exemple ici un graphique 3, indicateur de dynamisme du marché du travail et d'inégalité pauvreté. Dynamisme du marché du travail et l'indice de
l'inégalité pauvreté, on voit dessiner 4 ensembles. Il y a d'un côté les pays libéraux situés en haut à droite du graphique. Combinent un marché du travail dynamique. Ils ont un marché de travail très dynamique, mais en même temps de grandes inégalités sociales. Comme le cas des États-Unis, le Japon, la Corée, ils ont en fait un marché du travail dynamique, ça bouge, mais le problème c'est qu'il y a de fortes inégalités sociales. Tout se passe comme si l'on échangeait des inégalités, d'ailleurs assez largement acceptées, comme nous le verrons, contre un marché du travail capable d'absorber le plus grand nombre. On peut qualifier ces pays de libéraux, de libéraux dans la mesure où, en moyenne, l'État-providence intervient peu en termes de redistribution, mais aussi en termes de régulation et de contrôle du marché du travail. Il existe cependant de très grandes variations au sein de cet ensemble, puisque les États-Unis, avant la crise de 2008 et l'élection de Barack Obama, ont poussé les politiques néoconservatrices à un niveau extrême, alors que le Royaume-Uni et le Canada ont été bien moins radicaux. C'est aussi un ensemble de pays dans lesquels le niveau de vie moyen est très élevé, à l'exception de la Corée et du Portugal qui sont moins riches. Enfin, le pourcentage d'étrangers y sont souvent très élevés, à l'exception des 2 pays asiatiques, qui se retrouvent dans un ensemble sans qu'ils soient bien certains qu'ils relèvent du modèle global du libéralisme, puisqu'amables, par exemple, on fait un type particulier de capitalisme. Il y a aussi ce qu'on appelle l'ensemble des pays sociaux-démocrates. En haut à gauche, la Norvège, le Danemark, la Suède, la Suisse. C'est un ensemble de pays qu'on appelle les pays sociaux-démocrates. C'est composé des pays scandinaves, auxquels nous devons ajouter la Suisse aussi, qui n'est pas précisément social-démocrate. La Suisse, elle n'est pas précisément social-démocrate, mais dont les caractéristiques structurelles sont proches de celles des pays du nord de l'Europe. Tous ces pays combinent un marché du travail dynamique à une grande égalité sociale grâce à un État-providence, agissant à la fois sur les taux de prélèvement et sur l'organisation des parcours des individus plus que sur le contrôle direct du contrat de travail. Au sein de cet ensemble, les écarts dans les niveaux d'intervention publique sont relativement faibles, ce qui suffit à démontrer que l'engagement de l'État n'est pas forcément contradictoire avec le dynamisme du marché du travail, tout en ayant la capacité de réduire très sensiblement les inégalités. Sans doute faudrait-il aller plus loin dans l'analyse et de montrer que ce n'est pas seulement l'engagement de l'État qui compte, mais surtout la manière dont il le fait. Voilà, donc il faut en fait comprendre que ce n'est pas l'intervention de l'État qui compte pour, par exemple, influencer le marché du travail, mais la manière dont il le fait. Ce petit groupe de pays est aussi le plus riche de tous et la part des étrangers est relativement faible, à l'exception de la Suisse. Donc, dans les pays scandinaves, les étrangers, ils n'ont pas une très très bonne situation concernant le marché du travail. Nous savons que ces étrangers, ils sont relativement plus discriminés qu'ailleurs, bien qu'ils bénéficient de la prospérité générale. Après, le troisième groupe des pays, ce sont les pays du capitalisme rénant ou les pays corporatistes, en bas à gauche. En bas à gauche, donc on a l'Allemagne, la France, la Belgique, on a aussi le Luxembourg, la Tchéquie, la Finlande aussi. Donc ces pays-là, qu'on appelle les pays corporatistes, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la France, se caractérisent par un marché du travail peu lymphatique, notamment en France et en Belgique, et par des inégalités sociales assez faibles. Bon, il n'y a pas beaucoup d'inégalités. En fait, les inégalités sociales sont faibles, mais le marché
du travail est un peu lymphatique. Le qualificatif de corporatiste, emprunté à Espen Anderson, caractérise les systèmes qui protègent la partie de la population qui a réussi à franchir la barrière. Donc, ce que font ces pays, c'est qu'ils protègent la partie de la population qui travaille déjà, qui a franchi la barrière de l'emploi stable, ce qui crée des rigidités pour ceux qui n'y parviennent pas, notamment des jeunes. L'égalité relative se paye par un taux de chômage élevé, donc il y a l'égalité, mais il y a un taux de chômage élevé, et par l'exclusion d'une partie de la population qui échappe cependant à la grande pauvreté grâce à une forte redistribution. Pour les critiques de ce système, on échangerait la paix sociale contre des minima sociaux relativement élevés. Le dernier ensemble est le plus composite, en bas à droite, c'est regroupe de manière serrée deux groupes de pays. Des pays méditerranéens et certains pays de l'ancien bloc communiste. Il n'est pas exclu que cet ensemble ne soit pas très cohérent. Par exemple, si l'Italie est très inégalitaire, c'est peut-être moins à cause de sa structure sociale que de l'opposition du nord et du sud de la péninsule. Mais, quoi qu'il en soit, ces pays ont des caractéristiques communes dont un État-providence nettement plus actif que dans les pays libéraux. En revanche, cet État intervient très peu dans le marché du travail. Ces pays sont aussi sensiblement plus pauvres que ceux des autres ensembles et de la part des étrangers. Et la part des étrangers est faible, bien qu'elle croisse très rapidement en Espagne et en Italie. Comme il serait difficile de considérer la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie comme des pays méditerranéens, nous pourrions qualifier cet ensemble de capitalisme tardif. Sachant que ce n'est pas rendre justice à la Lombardie, au Piémont, à la Catalogne et au Pays Basque, mais notre unité de compte est l'État-nation, pas la région. En fait, nous retrouvons là bien des typologies classiques, dont celle d'Espen Anderson, distinguant les pays sociaux, démocrates, les pays libéraux et les pays corporatistes. Il faudrait y ajouter les pays méditerranéens plus communautaires en raison de l'importance des liens familiaux et locaux qui peuvent d'ailleurs expliquer les grandes différences internes à des pays comme l'Espagne et l'Italie. D'autres typologies sont aussi compatibles avec la nôtre, dont celle d'Albert sur les divers modèles de capitalisme. De manière grossière, il semble que les pays les moins riches sont à la fois les plus inégalitaires et les moins dynamiques en termes d'emploi. De manière grossière, il semble que les pays les moins riches sont à la fois les plus inégalitaires et les moins dynamiques. En termes d'emploi, il semble aussi que la petite taille des pays joue un rôle favorable à l'intégration, selon on croit le cas de la Suisse et des pays scandinaves, bien que la Slovaquie apparaisse comme un contre-exemple. Quant au taux d'étrangers, contrairement aux idées reçues, il ne semble pas jouer un rôle décisif puisque certains pays, des quatre ensembles, on accueille beaucoup et d'autres fort peu. Par exemple, dans les pays dynamiques et inégalitaires, les États-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne comptent beaucoup d'étrangers, alors que la Corée et le Japon n'en recensent guère. Dans l'ensemble des pays dynamiques et égalitaires, la Suisse et le Canada et les Pays-Bas accueillent beaucoup d'étrangers, alors que la Finlande en reçoit peu. On reçoit peu. Le seul cas relativement homogène est celui des 4 pays égalitaires et peu dynamiques, dont la France, qui sont tous des pays de forte immigration. On voit donc qu'aucune loi ne se dégage véritablement, à l'exception de celle qui montre que généralement mieux vaut être déjà riche pour être relativement égalitaire, bien que les États-Unis soient un contre-exemple remarquable au sein des pays les plus riches.
La cohésion sociale. Donc la cohésion sociale. Rappelons que la cohésion est définie par les valeurs, la culture et l'ensemble des attitudes qui poussent les individus à collaborer de manière solidaire. En la matière, la distinction évoquée dans le chapitre précédent entre le niveau micro des individus et le niveau macro des sociétés est particulièrement nécessaire. Nous considérons ici les attitudes moyennes observées au niveau des pays qui peuvent évidemment se structurer différemment dans les têtes des individus. Capital social et confiance. Afin de donner un contenu empirique à la notion de cohésion sociale, nous avons là encore procédé à un regroupement d'indicateurs, d'attitudes et d'opinions en macro-variables. Nous avons distingué deux grandes familles de variables appréhendant l'intensité des liens sociaux par le niveau d'engagement dans la vie collective et mesurant le niveau de confiance que les individus manifestent à l'égard des autres et des institutions. Il aurait sans doute été possible d'imaginer d'autres indicateurs de la cohésion sociale. Pour une présentation de l'ensemble des opinions des Français à l'égard du travail, de la famille, de la religion, de l'économie, de la politique, etc. Mais ces deux dimensions du capital social et de la confiance sont les plus facilement disponibles dans les enquêtes internationales portant sur les valeurs auxquelles adhèrent les individus des sociétés. Le premier ensemble regroupe des indicateurs relatifs au capital social, c'est-à-dire à la densité de la vie sociale et de la société civile. Ici, le capital social est entendu à la manière de Putnam comme l'intensité de la coopération horizontale entre les acteurs, mesurée à l'ampleur de la vie associative et à la force des liens. Confiance et capital social ont un air de famille, mais ils ne sauraient être confondus. Le capital social est mesuré objectivement par l'intensité de la vie sociale, alors que la confiance est un ensemble de croyances et d'attitudes. On peut aisément supposer que certaines catégories sociales ont un fort capital social et peu de confiance dans la mesure où le capital se resserre sur des liens forts mais étroits, tandis que la confiance dans les institutions, par exemple, peut dispenser de s'appuyer sur un fort capital social. Après tout, chaque régime de cohésion articule différemment le capital social et la confiance. Le régime libéral, fondé sur l'alliance du marché des droits des individus, sur la croyance dans un État garant bien plus que d'un État actif, Locke et Adam Smith seraient les figures théoriques de ce régime, est fondé sur la croyance dans la capacité de l'État d'incarner et d'institutionnaliser les valeurs communes. Le régime républicain incarné par la France, avec les figures de Durkheim et de Rousseau, et par les pays catholiques où l'Église symbolise l'unité morale de la société, exige une forte confiance dans les institutions centrales, alors que le capital social et la confiance dans les autres y deviennent moins nécessaires. Le régime social-démocrate repose sur la croyance dans les vertus du compromis politique et social, là où le mouvement ouvrier a rencontré la communauté religieuse protestante. On y trouve donc à la fois une forte confiance dans les institutions et un capital social et un fort capital social. Enfin, Green propose un régime romantique conservateur construit sur le sentiment d'appartenir à la même communauté de terre et de sang. Ce sont les pays germaniques et de l'ancien empire
austro-hongrois qui partagent cette représentation de l'unité sociale dont Herder serait une figure emblématique. On peut imaginer bien d'autres manières de définir la cohésion sociale en choisissant d'autres traditions, en constituant dans des cas mixtes et en élargissant le panel à d'autres aires culturelles, des mondes slaves, confuciennes, musulmans et bien d'autres encore. Mais notre démarche sera plus fondée sur les indicateurs disponibles que sur les philosophies politiques nationales. Nous avons construit un variable confiance. Par exemple, le variable capital social, agrégation de cette variable. Donc, il y a, quand on parle du capital social, la proportion de personnes déclarant être membres actifs d'une association à caractère religieux, la proportion de personnes déclarant être membres actifs d'une association à caractère sportif, donc les associations. Aussi les personnes qui adhèrent à l'association à caractère politique syndical. En fait, la proportion de personnes déclarant d'être membres actifs d'un autre type d'association. Donc le travail associatif en général. Il y a aussi la proportion des personnes déclarant passer chaque semaine ou 1-2 fois par mois du temps avec d'autres personnes dans divers cadres. Voilà les relations sociales. Nombre moyen d'associations auxquelles les personnes déclarent appartenir. L'adhésion aux associations. Proportion de personnes effectuant du travail bénévole, le bénévolat aussi, pour au moins une association. Donc là, ça s'appelle le capital social. Concernant la confiance, il y a une agrégation de 7 variables. Il y a la proportion de personnes déclarant qu'on peut faire confiance à la plupart des gens. Voilà. La proportion des personnes accordant une grande confiance ou une certaine confiance aux institutions suivantes. L'armée, par exemple, la police, la justice, le Parlement, les syndicats, l'administration. Nous avons construit une variable regroupant la confiance générale et la tolérance générale. Pour la croiser, ensuite avec une variable décrivant de manière agrégée dans chaque pays l'ampleur du capital social. Le croisement de ces deux variables dont chacun discrimine bien les pays comme le montre le graphique suivant, fait apparaître 3 modalités de la cohésion, 3 et non 4, car aucun pays ne se situe dans le cadran associant un fort capital social à une faible confiance. Cette figure-là se présente comme une aporie théorique réservée au modèle de la Gemeinschaft, de la communauté fermée et sans État, dans laquelle la confiance serait réservée aux seuls proches, aux frères. Société sans institutions séparées et sans fort clivage interne. Société dans laquelle le capital social serait aussi la totalité de la confiance globale. Bon, par exemple, aussi, la tolérance, en fait, c'est quoi la tolérance? Une agrégation de 5 variables. Il y a la première variable, la proportion de répondants ne citant pas les personnes suivantes qu'elles n'aimeraient pas avoir comme voisins, des gens d'une autre race, des travailleurs étrangers, des immigrés, des gens atteints du sida, des homosexuels. Proportion de répondants mentionnant la tolérance dans les 5 qualités parmi une liste de 11 que les parents doivent chercher à encourager chez leurs enfants. Voilà. Donc le graphique 4, on voit ici un croisement des indicateurs de confiance et de capital social. Donc d'un côté on a la confiance et l'indicateur confiance-tolérance, et de l'autre côté on a l'indicateur capital social. Là on a 3 ou 4 types de cohésion sociale. Nous pouvons aisément distinguer 3 grands types de pays en fonction de l'intensité et surtout de la nature de la cohésion. Confiance démocratique libérale et sociodémocrate. Le premier
Le premier ensemble, en haut à droite, donc il y a les pays comme la Suède, la Norvège, la Suisse, le Canada, l'Australie, les Pays-Bas. Là, on voit que le capital social est fort. Donc les gens, ils sont en fait, ils s'inscrivent dans les associations. Après aussi, il y a la confiance qui est forte. La confiance en l'État, la confiance entre les gens, la tolérance aussi. Donc le premier ensemble, on a dit que il est composé des pays scandinaves auxquels se joignent les Pays-Bas, le Canada et les États-Unis. Ici, la confiance et le capital social sont élevés, les deux. Ce qui confère aux pays scandinaves une réputation de vertu civique inégalée. Les deux sociétés nord-américaines sont un peu moins performantes en termes de confiance dans les institutions que ne le sont les sociétés social-démocrates du nord de l'Europe. On pourrait distinguer un modèle libéral et un modèle social-démocrate, mais dans tous les cas, on peut dire que ces pays partagent un imaginaire de la confiance démocratique. Que ce soit la tradition démocratique américaine décrite par Tocqueville ou la communauté protestante vertueuse du nord de l'Europe. Voilà, donc on distingue trois. Donc on distingue trois. Quoi? Vous avez dit quoi? En fait, on distingue ici trois types en fait, des pays, en fait, trois types de cohésion sociale. Trois groupes de pays en fonction de la cohésion sociale. La relation entre le capital social et la confiance-tolérance. Parce que le capital social, c'est quoi? Le capital social, c'est quand, par exemple, les gens en fait, adhèrent les associations, ils ont des relations entre eux. Après, la confiance, par exemple, la confiance dans les institutions d'État, l'armée, la police, la justice, la confiance entre les gens. Après, il y a la tolérance en fonction des différences, des races, en fait, d'autres groupes, par exemple. Donc, on voit que le premier type de pays, c'est en fait, il y a une forte confiance, tolérance et en même temps un fort capital social. Et ces pays-là, c'est les pays du nord de l'Europe, plus les États-Unis et les Pays-Bas, et le Canada. On pourrait distinguer un modèle libéral et un modèle social-démocrate, mais dans tous les cas, on peut dire que ces pays partagent un imaginaire de la confiance démocratique. Que ce soit la tradition démocratique américaine, décrite par Tocqueville, ou la communauté protestante vertueuse du nord de l'Europe, cet ensemble est si vaste et probablement si hétérogène qu'il nous faut l'examiner plus en détail pour lui donner un peu plus de contenu. Les pays de la confiance démocratique se caractérisent par des jugements positifs et relativement homogènes sur la qualité de vie. Donc les jugements des gens sur leur vie est positif. En fait, le jugement est positif. Les individus pensent... Merci, Sir Othman. Les pays de la confiance démocratique se caractérisent par des jugements positifs et relativement homogènes sur la qualité de vie. Les individus... la qualité de vie, c'est quoi? C'est le niveau de la qualité de vie est issu de deux questions de l'enquête. De l'enquête WVS, tout bien considéré, diriez-vous que vous êtes très heureux, assez heureux, pas très heureux? Donc la question sur est-ce que vous êtes heureux, pas, est-ce que vous êtes très heureux, assez, pas très heureux, pas heureux du tout. Tout bien considéré, à quel point êtes-vous satisfait, pas satisfait, etc. Les individus pensent, à tort ou à raison, c'est un autre problème, que ce sont les pays où il fait bon vivre. Voilà. De même, ce sont des pays dans lesquels on pense généralement que les inégalités de revenus sont légitimes, avec cependant de grands écarts entre les pays. Plus que ces écarts, il faut surtout souligner un paradoxe, a priori étonnant. Les pays scandinaves, très égalitaires, jugent que les inégalités sociales sont bien plus scandaleuses que ne le croient les Canadiens
les Américains dont les sociétés sont sensiblement plus inégalitaires. Ce paradoxe montre bien qu'il y a des modèles de cohésion, puisque les croyances sont parfois plus fortes que les faits. Un phénomène beaucoup plus étonnant encore tient au fait que la confiance démocratique n'est pas un indicateur fiable du niveau de criminalité, de déviance et de suicide. Les écarts au sein de ces divers pays sont considérables, notamment avec les États-Unis où le taux de criminalité est extrêmement élevé. La criminalité, par exemple, rapportée par l'activité policière et les enquêtes de victimisation reste aux États-Unis dans la moyenne de celle des autres pays de notre échantillon. Comme les homicides, même s'ils sont plus fréquents, ne constituent bien évidemment qu'une infime partie de la criminalité. On en déduit qu'une société cohésive à fort capital social peut aussi être particulièrement répressive. En d'autres termes, la cohésion sociale n'est pas synonyme de tolérance. D'un point de vue durkheimien, on pourrait même avancer qu'une société châtiant sévèrement les déviances est assurément cohésive, dans la mesure où cette répression apparaît légitime à la plupart de ses membres, puisque le châtiment s'adresse moins aux criminels qu'il n'a pour fonction de réaffirmer la conscience collective. Alors, on peut sans doute évoquer un cas américain, une mythologie et un rapport très particulier aux armes et à la violence associée à une vigilance répressive à l'encontre du crime et de la délinquance tout aussi singulière. Mais on doit aller au-delà de cette image et reprendre à notre compte les interrogations de Putnam lui-même, qui observe aux États-Unis un déclin simultané du capital social et du crime sur la dernière décennie. De la même manière, si l'intérêt porté à la politique est élevé dans l'ensemble des pays de la confiance démocratique, il masque des différences considérables. Le constat est identique pour les jugements portés sur la corruption. Cet ensemble de pays pensant que les hommes politiques y sont guère corrompus, avec là encore des écarts sensibles entre les pays scandinaves et les pays du nord de l'Amérique, notamment les États-Unis. Toutes ces différences conduisent donc à distinguer nettement deux sous-ensembles au sein des pays. Toutes ces différences conduisent donc à distinguer nettement deux sous-ensembles au sein des pays de la confiance démocratique. Donc, les pays de la confiance démocratique socio-démocrates, les pays scandinaves et les Pays-Bas, et les pays de la confiance démocratique libéraux dont les États-Unis sont la figure la plus exacerbée. Cette distinction est d'autant plus pertinente que l'emprise de l'État-providence est extrêmement forte dans un cas alors qu'elle est des plus faibles dans l'autre. Notons aussi que les taux d'étrangers diffèrent fortement dans ces deux ensembles de pays, tout se passant comme si en moyenne le rôle de l'État-providence était d'autant plus faible que le taux de migrants est élevé, sans qu'il s'agisse là d'une loi générale. Puisque d'autres modèles de cohésion l'invalident, notamment celui dont relèvent l'Allemagne et la France. De telles différences au sein de pays caractérisés par de forts indicateurs de confiance et de cohésion doivent donc inviter à la plus grande prudence. La cohésion et la confiance sont des opinions qui ne renvoient pas à des pratiques de manière aussi directe qu'on l'affirme parfois. À cet égard, le livre d'Algon et Cahuc peut sembler parfois bien rapide. Il est risqué de construire un modèle à partir de quelques réponses sur la confiance. Il se fait d'élargir l'échantillon des pays comparés pour que quelques régularités s'effondrent. Le second ensemble, en haut à gauche du graphique 4. Donc il y a quoi? Pourrait être défini comme le modèle européen rassemblé autour d'une confiance plutôt bonne
et un capital social plutôt faible. Pays catholiques souvent construits par des États dans lesquels les liens sociaux passent plus par la médiation des institutions que par les relations horizontales, des communautés démocratiques locales. Les habitants des pays du modèle européen pensent en moyenne avoir une qualité de vie élevée. Ils sont aussi relativement peu portés vers la criminalité et la déviance, avec cependant les écarts importants tenant aux poches de pauvreté du Royaume-Uni. Le sentiment de corruption est plus élevé qu'il ne l'est dans les pays de la confiance démocratique, surtout dans la version social-démocrate de ce modèle. L'intérêt pour la vie politique est lui aussi plus faible, avec des différences très sensibles. Par exemple, les Français partagent une passion politique dont leurs voisins semblent plus éloignés. De la même manière, les inégalités paraissent critiquables, surtout dans les deux pays les moins inégalitaires de ce noyau européen, l'Allemagne et la France. Là encore, la tradition libérale anglaise s'éloigne de ce modèle. Enfin, l'État-providence est partout présent, et ceci de façon relativement homogène dans cet ensemble. Il faut souligner que tous ont un taux d'étrangers exceptionnellement élevé, confirmant ainsi que la présence des étrangers n'affaiblit pas un État-providence que les nationaux ne voudraient pas partager. En revanche, on doit observer que certains de ces pays ont vu se développer depuis une vingtaine d'années des partis politiques xénophobes qui peuvent indiquer que la rencontre de l'État-providence et d'un taux élevé d'étrangers engendre des tensions sociales et des inquiétudes. En dépit de la singularité de chaque pays, il semble que l'on puisse s'accorder sur un modèle européen dont le capitalisme régnant ou l'État social corporatiste serait le cœur, l'Allemagne et la France étant les figures les plus exemplaires de ce modèle autour duquel gravitent les pays de l'Europe du Sud et d'une part, et les pays plus libéraux comme l'Irlande et le Royaume-Uni d'autre part. Enfin, il n'est pas interdit de penser que les politiques européennes organisées autour de ce noyau central ont pu contribuer à installer une figure commune de la cohésion sociale. Le dernier ensemble, en bas à gauche du graphique 4, où il y a en fait un faible capital social et une faible confiance, tolérance. Ce dernier ensemble est celui des nouveaux venus dans la communauté européenne, soit parce qu'ils ont connu des dictatures d'extrême droite, comme la Grèce et le Portugal, et ont longtemps été relativement pauvres, soit parce que ce sont d'anciens pays communistes. On peut faire l'hypothèse que ces régimes ont affaibli la société civile, le capital social et la confiance, sans que pour autant la confiance dans les institutions démocratiques soit solidement établie, comme l'indique le niveau élevé du sentiment de corruption des élites politiques. En moyenne, l'ensemble des nouveaux venus se distingue par sa pauvreté relative. Il est presque 2 fois moins riche que les pays du premier groupe libéral et social-démocrate. La qualité de vie est perçue comme faible, et si le sentiment de corruption est très fort, l'intérêt pour la politique est lui très élevé. Ces vieux pays, souvent nouveaux venus à la démocratie et au développement, semblent partager un goût et un amour déçu pour la politique. Comme si la démocratie, longtemps espérée, n'avait pas tenu toutes ses promesses, ainsi qu'on l'observe souvent dans les anciens pays communistes. En moyenne, les inégalités sociales sont perçues comme trop importantes, mais elles sont aussi perçues comme légitimes dans la mesure où elles sont censées être favorables au développement économique. Compte tenu du niveau de vie des habitants, le crime et la déviance sont relativement plus faibles que dans les autres modèles de cohésion. Enfin, l'État-providence est moins actif que dans l'ensemble européen, avec cependant de très grandes différences selon les pays. Ces pays nouveaux comptent beaucoup moins d'étrangers que les autres,
Ce sont encore des anciens pays d'immigration découvrant, comme l'Italie, la Pologne et le Portugal, une immigration récente. Enfin, conformément aux analyses du modèle méditerranéen, les liens communautaires et familiaux se substituent à l'État-providence et protègent relativement bien de l'exclusion. Intégration versus cohésion. Cohésion. Dynamisme du marché du travail, inégalité et cohésion. Peut-on établir quelques tendances générales? Les pays les plus intégrés ont-ils une forte cohésion sociale et réciproquement? Assurément, il est difficile de répondre nettement à cette question, dans la mesure où nous venons de voir que ni l'intégration ni la cohésion ne sont d'un seul tenant. Pour dégager ces relations, il est nécessaire de croiser les variables agrégées qui structurent certes grossièrement mais efficacement l'intégration et la cohésion, sachant que pour ce faire, nous avons de plus construit une macro-variable de cohésion sociale par l'agrégation des variables confiance, tolérance et capital social. Tableau 1, nous avons une matrice de corrélation entre indicateurs d'intégration et indicateurs de cohésion. Voilà, indicateur d'intégration, inégalité, pauvreté, dynamisme du marché du travail, indicateur de cohésion, corrélation, capital social, confiance, tolérance, cohésion sociale. Donc quand il y a un dynamisme du marché du travail, on voit qu'il y a plus le capital social, la tolérance, la confiance. Au contraire, quand il y a des inégalités et de la pauvreté, plus de pauvreté, on voit moins le capital social et la confiance et la cohésion sociale. Le dynamisme du marché du travail est donc fortement corrélé avec les deux dimensions de la cohésion, un peu plus encore avec le capital social, corrélation de 0,653 significative, qu'avec la confiance, corrélation de 0,642 significative. Il semble très difficile d'atteindre un niveau élevé de cohésion avec un marché du travail déprimé, un taux élevé de chômeurs et d'exclus. Néanmoins, les analyses précédentes montrent que certains pays apparaissent peu cohésifs avec un marché du travail pourtant assez dynamique. C'est le cas du Japon ou encore du Portugal. De la même manière, on remarque qu'avec un niveau identique de dynamisme du marché du travail, la Corée et les Pays-Bas ou encore le Portugal et la Finlande présentent des niveaux de cohésion différents. Il n'y a donc pas de relation mécanique entre l'intégration et la cohésion des sociétés, même si les sociétés qui offrent beaucoup d'emplois sont plus cohésives que les autres. Par ailleurs, la cohésion sociale est d'autant plus faible que les inégalités de revenus et la pauvreté sont fortes. Bien que cette relation soit moins marquée que la relation entre le dynamisme du marché, du travail et la cohésion. Cette corrélation est surtout forte en ce qui concerne la dimension confiance de la cohésion. La corrélation entre les inégalités et la confiance est significative, moins 0,456, alors qu'elle ne l'est pas avec la variable capital social. Graphique 5, on voit les inégalités sociales, confiance, l'inégalité, la pauvreté et la confiance, tolérance. Alors, le croisement entre la variable confiance-tolérance, et la variable inégalité-pauvreté suggère qu'il est assez rare d'observer un niveau élevé de cohésion quand les inégalités sont fortes, à l'exception notable des États-Unis. Les États-Unis,
qui apparaissent décidément comme un cas extrêmement singulier, tenant à la perception sociale des inégalités dans ce pays qui les accepte particulièrement bien. On note à nouveau que des pays qui présentent le même niveau de cohésion sociale peuvent avoir par ailleurs des niveaux d'inégalité et de pauvreté sensiblement différents. Ainsi, l'Allemagne et le Royaume-Uni présentent un niveau de cohésion sociale identique, bien que le Royaume-Uni soit beaucoup plus inégalitaire que l'Allemagne. Et l'on va de même pour les couples formés par la France et l'Irlande, ou la Tchéquie et la Grèce. Il faut ici rappeler que ce sont moins les inégalités objectives que leur perception qui compte en matière de cohésion, comme nous le verrons dans le chapitre 6. La cohésion sociale d'un pays est donc d'autant plus forte que son marché du travail est dynamique, sa richesse élevée et que ses inégalités sociales plus faibles. Ainsi, il se confirme que la cohésion sociale est affectée par les modalités de l'intégration économique et sociale des sociétés, à la fois positivement par le dynamisme du marché du travail et négativement par l'ampleur des inégalités de la pauvreté, sans que cette détermination soit totale. Une combinatoire. Une combinatoire. Il existe évidemment un air de famille entre les typologies de l'intégration et celle de la cohésion. Il existe évidemment un air de famille entre les typologies de l'intégration et celle de la cohésion que nous avons esquissées et celles que proposent d'autres chercheurs. Il s'agit notamment des types d'État-providence décrits par Ispin Anderson. Il existe évidemment un air de famille entre les typologies de l'intégration et celle de la cohésion que nous avons esquissées et celles que proposent d'autres chercheurs. Il s'agit notamment des types d'État-providence décrits par Ispin Anderson, des régimes de cohésion de Green ou bien encore des 5 types de capitalisme définis notamment par Amable. Bruno Amable, les 5 capitalismes. Dans tous les cas, on retrouve le modèle libéral, social-démocrate, rhénan ou européen, méditerranéen, asiatique. Mais c'est moins la définition de ces types que notre démarche de construction qui peut être originale, puisque nous avons choisi de distinguer radicalement les critères définissant la structure sociale, l'intégration et les critères cernant la cohésion. Les attitudes, les valeurs et les représentations que les sociétés se font d'elles-mêmes. Nous ne réduisons les sociétés ni à leur seule structure, ni à leur seule cohésion, mais à la manière dont s'articulent, se recouvrent ou se distinguent ces deux dimensions dans des sociétés singulières. En croisant nos typologies de l'intégration, et de la cohésion, nous obtenons le tableau page suivante. Ce tableau synthétique appelle plusieurs commentaires. Donc nous avons un tableau de type de société. Par exemple, on trouve que l'intégration, cohésion. Donc, si on prend la Suède, le Danemark, Norvège, elle est située, concernant l'intégration, ce sont des pays de social-démocrate, dynamisme, où il y a un dynamisme élevé, des inégalités faibles. Concernant la cohésion sociale, il y a une confiance démocratique, social-démocrate, confiance forte, capital social fort. Si par exemple on prend un Japon, Corée, il y a l'intégration, c'est des pays libéraux, il y a un dynamisme élevé et des inégalités sont fortes, mais la cohésion sociale, c'est les nouveaux venus, confiance faible, capital social faible. Donc, ce tableau synthétique appelle plusieurs commentaires. Il faut d'abord noter qu'il existe des cases vides et donc des incompatibilités entre les régimes d'intégration et les régimes de cohésion. Ou si l'on veut parler plus simplement entre la structure sociale et la culture des sociétés.
d'une certaine manière, les sociétés peuvent jouer, mais le jeu est contraint et elles ne font pas n'importe quoi. Par exemple, les pays de la confiance démocratique libérale ne choisissent pas des structures corporatistes. De même que les régimes de cohésion du type confiance démocratique sociale, social-démocrate, ne choisissent pas des modes d'intégration de type libéral. Les régimes de cohésion de type européen ou nouveau venus ne choisissent jamais les modes d'intégration de type social-démocrate. À côté de ces incompatibilités de fait, il semble exister des cohésions fortes, des cohérences fortes entre des modes d'intégration et des modes de cohésion. Quatre ensembles particulièrement se dégagent. Un bloc libéral pur en termes d'intégration et de cohésion, où se trouvent l'Australie, le Canada, et les États-Unis. Donc, les pays libéraux, il y a un dynamisme fort du marché du travail, les inégalités sont fortes, mais en même temps, concernant la cohésion, il y a une confiance démocratique, la confiance elle est forte, le capital social fort. Un bloc social-démocrate pur en termes d'intégration et de cohésion avec le Danemark, la Norvège, la Suède. Un bloc européen alliant une cohésion assise sur l'État et une intégration corporatiste, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la France, le Luxembourg. Voilà, ce sont en fait des pays européens, confiance forte, capital social faible, mais il y a une intervention de l'État, un dynamisme fort faible en fait, du marché du travail et les inégalités sont faibles. Un bloc de pays combinant une faible cohésion et un capitalisme tardif, où se trouvent la Grèce, le Portugal, la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie. À côté de ces pays purs se tiennent des pays définis par des combinatoires plus complexes. On peut penser par exemple que l'Irlande et le Royaume-Uni ont un mode de cohésion de type européen et une intégration sociale de type libéral. D'une certaine façon, l'histoire les a placés à mi-chemin entre l'Europe et les États-Unis. Les pays méditerranéens, l'Italie et l'Espagne participent du modèle de cohésion sociale européen tout en ayant des inégalités régionales qui les tirent du côté du capitalisme tardif. La Finlande et les Pays-Bas participent d'une cohésion de type confiance démocratique, social-démocrate, mais d'un modèle d'intégration bien plus corporatiste. Ils sont proches de la Scandinavie en termes culturels, proches de l'Europe rhénane en termes d'intégration. La Corée et la Pologne entrent dans le développement sur un mode libéral, sans pour autant partager la confiance démocratique généralement associée à cette histoire économique. Enfin, la Tchéquie est un pays corporatiste qui reste éloigné de la culture politique de ses voisins et participe encore de l'histoire des anciens pays communistes. On peut donc s'accorder sur une typologie assez classique composée de 4 types purs, à condition d'admettre que près du tiers des pays étudiés sont des combinatoires entre ces types purs, et donc se souvenir qu'au-delà de ces types, tous les pays sont des constructions historiques parfaitement singulières. Cette première étape de notre travail ne visait pas à produire des données et des résultats originaux sur la caractérisation des sociétés. Elle cherchait surtout à tracer les lignes d'un raisonnement général que nous souhaitons maintenant appliquer au sous-système scolaire, afin de tester les hypothèses d'une rupture ou d'une continuité entre les sociétés et leur école. Donc voilà, ils ont en fait analysé les sociétés en fonction de la cohésion sociale, de l'intégration, ainsi de suite. Et là, ils vont étudier les systèmes scolaires. Ils vont appliquer ça sur les sous-systèmes scolaires. Dans cette perspective-là, la distinction analytique entre l'intégration et la cohésion est d'autant plus pertinente que l'on admettra aisément que tous les systèmes éducatifs remplissent au moins 2 fonctions essentielles. La première consiste à sélectionner, à hiérarchiser les élèves en leur délivrant des connaissances et des qualifications ouvrant vers des emplois et des positions sociales. Il y a donc un double lien entre cette fonction de ce que nous avons appelé l'intégration sociale en amont de l'école, l'effet des inégalités sociales sur les inégalités scolaires, en aval de l'école, l'effet des inégalités scolaires sur les positions occupées
par les individus dans la structure sociale et le système des emplois. La seconde fonction de l'école est celle d'une transmission culturelle d'un ensemble de normes, de valeurs et d'attitudes dont on doit se demander si elles procèdent des dimensions de la cohésion sociale que nous avons étudiées ici. Après tout, les valeurs de l'école ne sont pas partout et toujours celles de la société. Voilà. Donc je viens de finir le deuxième chapitre. Dans le prochain épisode, je vais lire le troisième chapitre qui est intitulé « Caractériser les systèmes éducatifs ».